Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveau parler d'un char avec le fameux Charles Leclerc qui est l'actuel char de combat de l'armée de terre et ce depuis une trentaine d'années. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce Leclerc, un grand merci au musée des blindés de Saumur qui m'accueille et toujours un grand merci à ceux qui soutiennent ma chaîne, que ce soit via Tipeee ou Utreon et qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Pour comprendre le développement de ce char, on va remonter dans le temps et plus précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je vais rentrer dans le musée parce qu'on entend beaucoup trop le bruit des voitures. Après la guerre, l'industrie française doit redémarrer et on lance un projet de char lourd avec la MX-50. Ce projet de char de 60 tonnes ne se concrétisera pas pour des raisons de complexité, de coûts et avec les nouveaux armements conçus lors de la guerre froide, comme les missiles anti-chars, les nouveaux types de charges creuses, on va plutôt concevoir des chars plus légers et plus agiles, avec notamment la MX-30 qui a équipé la France pendant la guerre froide. Rapidement après le début de la production des AMX-30 dans les années 60, l'armée française réfléchit à son successeur et ce futur véhicule ne devait pas forcément être un char, mais il pouvait également être un hélicoptère et c'est ce que reflète le nom de ce projet qui est l'EPC, EPC pour engin principal de combat. Le bureau d'études de l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux, l'AMX, va alors démarrer la réflexion autour de ce projet. Et rapidement, on souhaite un véhicule d'environ 40 tonnes. On ne veut pas non plus qu'il soit trop grand afin qu'il ait une meilleure mobilité et on veut une architecture classique avec une tourelle et un moteur d'environ 1200 chevaux. Idéalement, ce moteur doit être conçu en France car on avait pensé à utiliser une motorisation étrangère, mais afin de ne pas révéler d'informations à d'autres pays, on va préférer la solution certes plus coûteuse mais plus indépendante de la fabrication d'un moteur français. Avec cette première esquisse de cahier des charges, on peut apercevoir l'ombre du Leclerc, mais le projet EPC va connaître diverses évolutions sur lesquelles je vais revenir très bientôt. Au niveau de l'armement, on souhaite un canon qui, je cite, doit avoir un calibre de l'ordre de 120 mm, avec comme projectile anti-char une flèche à très grande vitesse initiale. Et ce canon devait être accompagné d'une conduite de tir stabilisée, autorisant le tir en marche avec une très bonne probabilité d'atteindre et un délai d'intervention très court. Pour ce faire, on souhaite vraiment mettre en avant la meilleure ergonomie possible pour les équipages afin de leur faciliter le travail et d'avoir un char vraiment efficient. En 1976, c'est une étape importante qui est franchie car on lance le premier développement afin de concevoir les technologies de l'EPC. Et pendant un bref instant, on remet en question l'utilisation d'un canon pour l'utilisation de missiles, un peu comme un AMX-13 SS-11, mais on va revenir sur l'idée du canon de 120 mm assez rapidement. Un autre point très important du futur EPC est la place de l'électronique pour gérer les diverses fonctions, notamment le tir, mais on souhaite aussi que l'EPC puisse communiquer avec l'extérieur afin d'émettre et de recevoir des informations. Et cela montre bien l'aspect révolutionnaire de ce programme qui doit s'intégrer sur un champ de bataille qui est également numérique. Et il n'est pas impossible que cette prise en compte de la nécessité d'avoir un système d'information tactique ait été en partie inspirée par le développement du Mirage 2000 de Dassault. Le développement de l'EPC semble suivre son cours, mais en 1978 arrive le projet du char Napoléon. Et malgré son nom, il ne s'agit pas d'un char 100% français, mais du nom d'un projet de char franco-allemand. La France et l'Allemagne ne vont pas s'accorder sur le partage des tâches, car les Allemands voulaient conserver le châssis du tout récent Léopard 2, ainsi qu'un canon fabriqué par l'entreprise Rheinmetall, laissant en gros à la France uniquement l'électronique. Ce projet n'aboutira pas et on se retrouve dans les années 80 sans prototype, alors qu'à cette période, les États-Unis conçoivent le XM1 qui donnera le Abrams, l'Allemagne travaille sur le Léopard 2 et Israël sur le Merkava. Il faut donc absolument faire avancer le projet de l'EPC et on valide définitivement le canon de 120 mm à âme lisse et une motorisation de 1200 chevaux utilisant la technologie Hyperbar qui va permettre d'avoir un moteur puissant et surtout compact. Mais je reviendrai très bientôt sur ce procédé Hyperbar quand je parlerai des caractéristiques du Leclerc. En tout cas, l'avantage d'avoir un moteur entre guillemets de petite taille, c'est que ça va permettre d'économiser du poids qui va pouvoir aller dans le blindage et aussi de réduire l'encombrement général du blindé. Maintenant, il faut réfléchir où positionner le moteur, à l'avant ou à l'arrière du char.
Et il faut également déterminer la tourelle, car comme je l'ai dit au début du projet, on pense à une tourelle conventionnelle, mais on réfléchit également à une configuration sans tourelle, désignée armement superstructure. On planche sur 6 concepts différents, 2 avec des tourelles conventionnelles qui sont les TC2 et les TC3, et 4 concepts désignés AS12, AS22, AS31 et AS40, avec AS pour armement superstructure. Et en 1983, on valide le concept du TC2 et on construit les premiers véhicules expérimentaux ou mulets pour essayer les différents équipements, moteurs, transmissions, armements, etc. Enfin, en 1986, le ministre de la Défense annonce que l'EPC s'appellera alors Charles Leclerc, en hommage au général Leclerc, qui était une figure majeure de la Libération et qui a commandé la 2e division de blindés. Et toujours en 1986, on assemble le premier prototype, ou plus précisément le MSC, MSC pour mulet système complet. Alors bien sûr, il n'y avait pas qu'un seul prototype pour réaliser les essais de tous ces systèmes. Il y en avait 6. On avait Arès, Boyard, Carnot, Duroc, Estienne et Foch. En 1990, on présente enfin le Leclerc au public et la fabrication peut alors commencer. Cette fabrication se fait dans plusieurs lieux. À Toulouse, on s'occupe de l'électronique. À Bourges, on fait le canon. À Saint-Chamond, on s'occupe du train de roulement. Et à Roanne, on s'occupe de la caisse et de l'assemblage final. Les premiers Leclerc qui sortent des lignes de production seront modifiés afin de devenir des chars de dépannage baptisés Mars pour moyens adaptés de réparation et de soutien, en attendant la version de dépannage dédiée qui sera disponible plus tard et qui hérite de 2 dénominations différentes. La dénomination donnée par le constructeur est DNG pour dépanneur nouvelle génération, mais l'armée les surnomme DCL pour dépanneur Charles Leclerc. Et ces dépanneurs commenceront à sortir des lignes de production en 1994. Je vais faire une petite pause dans l'histoire du Leclerc et je la reprendrai après pour parler de l'évolution du char, de son exportation, car maintenant on va voir les caractéristiques de ce blindé. Le Leclerc est une architecture plutôt classique composée d'un châssis et d'une tourelle. La tourelle de 18 tonnes a une surface frontale relativement petite, participant à l'aspect un peu trapu du Leclerc. Dans cette tourelle, on a le chef de char et le tireur, et l'arrière est occupé par le système de chargement automatique. Le châssis, lui, pèse 38 tonnes et il est composé de 3 parties. On a le poste de pilotage et le barillet à l'avant. Au centre, on a le puits de tourelle et à l'arrière, on a le groupe motopropulseur. D'ailleurs, en parlant de groupe motopropulseur, c'est un élément majeur dans la conception du Leclerc, car le moteur est à la fois compact par rapport à d'autres moteurs similaires, mais il conserve une grande puissance de l'ordre de 1500 chevaux. C'est un moteur à 8 cylindres en configuration V8 et il est suralimenté par le processus hyperbar qui permet, par rapport à un turbo classique, d'augmenter par 7 le taux de suralimentation. Sur un turbo classique, on a une turbine qui va être entraînée par les gaz d'échappement et qui va ensuite accroître la quantité d'air à brûler. Et avec ce système, il n'est pas vraiment efficace à tous les régimes. Sur le moteur hyperbar, la turbine est activée par une source externe permettant d'avoir une suralimentation encore plus importante et d'accroître la masse d'air même à faible régime. Évidemment, je simplifie grandement le processus et il nécessite une gestion très précise pour avoir de bons résultats et cette gestion est faite de manière électronique. D'ailleurs, le Leclerc fait partie des premiers chars à avoir été conçus autour du numérique, que ce soit pour le tir, la situation logistique du char, nombre de munitions, réserve de carburant et partage des informations tactiques. Le train de roulement est composé de chaque côté de 2 barbotins, 6 paires de galets de roulement et 5 galets de soutien. La chenille, elle, disposait initialement de connecteurs avec un corps en aluminium afin de réduire le poids. D'ailleurs, c'était un gain d'environ 400 kg par rapport à une chenille classique, mais au cours de la vie du Leclerc, on va repasser à une chenille plus standard avec un corps en acier afin d'augmenter sa durée de vie. Au niveau de l'autonomie, le Leclerc peut emporter jusqu'à 1700 litres de carburant grâce à 2 réservoirs largables à l'arrière. Et avec ces réservoirs supplémentaires, son autonomie est d'environ 650 km et sans ces réservoirs, l'autonomie du Leclerc est d'environ 470 km. Et on peut faire le plein rapidement, en une dizaine de minutes environ, grâce à un système de ravitaillement sous pression. Au niveau des dimensions du Leclerc, la hauteur jusqu'en haut du viseur est d'un peu plus de 3 mètres. La largeur, elle, est relativement compacte, car le Leclerc a une largeur d'environ 3,6 mètres.
La longueur du châssis est de 6,88 m et la longueur avec le canon en position avant, donc dans cette position, est d'environ 9,9 m. Et en ordre de marche, le char pèse 56 tonnes et peut se déplacer à une vitesse maximale de 71 km/h sur route. Le poste de pilotage est accessible par la tourelle, mais également par une porte sur le châssis, un peu sur la gauche. D'ailleurs, quand la porte est ouverte, cela bloque le déplacement de la tourelle pour éviter d'écraser le pilote lors de son installation. Pour piloter le Leclerc, on a un volant sur lequel on a les commandes de signalisation et on a 2 pédales, comme sur une voiture, une pédale de frein et un accélérateur. Et comme sur une voiture moderne, on a 3 différents modes de conduite, automatique tout-terrain, automatique route et manuel. Le tireur et le chef de char occupent la tourelle. Ce dernier peut observer grâce à des épiscopes et grâce au viseur gyrostabilisé au-dessus de la tourelle. Il peut faire basculer le grossissement pour voir une cible plus en détail. Il peut aussi observer de nuit ou en situation de faible visibilité grâce à un système d'amplification de lumière infrarouge et une caméra thermique. Le tireur, lui, dispose d'un viseur masque qui a plusieurs grossissements et des capacités infrarouges et thermiques. Le tir s'effectue grâce au CCT, ou calculateur de conduite de tir, qui permet d'effectuer les calculs balistiques nécessaires pour positionner parfaitement le canon afin que l'obus touche sa cible, et ce, même si le Leclerc est en mouvement. Évidemment, il est possible de tirer rapidement sans avoir à effectuer toutes les mesures de distance en cas de rencontre surprise à courte distance. Le chargement des obus s'effectue de manière automatique sans intervention de l'équipage. Ce système peut contenir 22 munitions prêtes au tir, ce qui permet au Leclerc de tirer jusqu'à 10 coups par minute. On peut compléter le stock de munitions grâce à une trappe de chargement à l'arrière du Leclerc. Et pour faciliter la gestion des munitions dans le char, les obus disposent d'un code barre qui va être scanné afin d'identifier le type de munitions. D'ailleurs, j'y viens dans un instant quand on verra l'armement du Leclerc. Pour protéger l'équipage contre les menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques, et pour maintenir aussi un certain confort dans le char, le Leclerc dispose d'un système de traitement de l'air ainsi que d'une climatisation. Voyons désormais l'armement du Leclerc en commençant par son canon de 120 mm à âme lisse, c'est-à-dire sans rayures. Il est compatible avec les munitions OTAN de 120 par 570 mm. Pour attaquer d'autres chars, on a des obus flèches, notamment les OFL F1 avec un barreau en tungstène et OFL F2 avec un barreau en uranium appauvri. Avec ce type de munition, on s'appuie sur la pénétration d'un barreau métallique qui se déplace à grande vitesse, environ 1700 mètres secondes. La vitesse et la densité du métal vont provoquer la pénétration du blindage et engendrer une extrême chaleur qui peut enflammer ou faire détonner l'intérieur du char qui a été touché. Évidemment, la flèche a un diamètre bien inférieur à 120 mm, d'où l'imprésence de ce sabot qui va se détacher en vol. On a également des obus à charge creuse et des obus explosifs qui permettent au Leclerc d'engager d'autres cibles en dehors des chars. On a également une mitrailleuse coaxiale de 12,7 sur la gauche du canon, ainsi qu'une mitrailleuse de 7,62 par 51 mm. Alors, initialement, c'était des AA-NF1. Cependant, pour réduire le risque engendré par l'utilisation de cette arme, on va moderniser le Leclerc avec un tourello téléopéré et l'arme utilisée va alors être une Mag 58 sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo. Enfin, on a un système de défense rapprochée avec le système Galix. Les lanceurs permettent de tirer des fumigènes, des leurres infrarouges, ainsi que des grenades à fragmentation pour la défense rapprochée contre l'infanterie ennemie. Le châssis et la tourelle sont protégés par une armature en acier sur lesquelles on va rajouter des caissons amovibles composés d'un blindage composite. Ainsi, on a un système de blindage modulaire qui permet de rétrofiter le Leclerc avec des blindages modernisés, dont des modules avec un blindage réactif qui va détonner afin de détruire ou de déstabiliser le projectile qui menace ce véhicule. Le Leclerc équipe évidemment l'armée française, mais il s'est également exporté aux Émirats arabes unis. En 1992, les Émirats lancent un vaste programme d'essais pour sélectionner le futur char de l'armée émiréenne. Et l'année suivante, en 1993, on annonce la sélection du char français qui va être adapté aux demandes spécifiques du pays, avec entre autres un nouveau moteur, une climatisation plus puissante, une mitrailleuse Mag 58 téléopérée et un nouveau viseur pour le chef de char. Et ce sont 399 chars Leclerc et 46 dépanneurs qui ont été livrés aux Émirats. En France, 406 Leclerc ont été fabriqués pour l'armée de terre, mais sur ces 406 chars, de nombreux ont été retirés du service
Et aujourd'hui, l'armée française dispose d'environ 200 Leclerc et ces chars ont connu des modifications au cours de leur vie et actuellement, il y a également un processus de modernisation qui est en cours. Au début des années 2000, la section technique de l'armée de terre souhaite optimiser l'utilisation du Leclerc en zone urbaine. On va donc développer le kit Azur, Azur pour action en zone urbaine, et ce kit va être opérationnel à partir de 2004. Ce kit comprend un nouveau blindage réactif, un système d'armes téléopéré un peu comme sur les Leclerc émiréens. On a aussi 4 casiers largables à l'arrière à la place des réservoirs supplémentaires et ces casiers permettent d'emporter davantage de matériel. On a aussi davantage de lanceurs Galix ainsi qu'une protection accrue contre les liquides enflammés, typiquement les cocktails Molotov. En mars 2015, l'armée française et l'entreprise Nexter signent un contrat pour la modernisation des 200 Leclerc de l'armée. Et cette rénovation se fait par tranches. La première tranche de 50 chars a été faite en 2021 et une deuxième tranche a été réalisée l'année dernière. Et un des points majeurs de cette modernisation est l'intégration du Leclerc à la bulle Scorpion, qui doit permettre d'avoir un réseau permettant le partage d'informations et la communication entre l'ensemble des acteurs du champ de bataille. D'ailleurs, Scorpion est l'acronyme de synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'info-valorisation. Le char Leclerc est utilisé depuis maintenant plus de 30 ans. Il prendra sa retraite normalement en 2040. Il devrait être remplacé par un char franco-allemand dans le cadre du projet SPCT ou MGCS, SPCT pour Système principal de combat terrestre et en anglais MGCS, c'est Main Group Combat System. L'avenir du futur char franco-allemand n'est pas encore des plus clairs car la presse rapporte assez régulièrement les difficultés de ce projet. En tout cas, ce qui est assez clair, c'est que le Leclerc a été, lui, une grande réussite. Son développement a certes pris du temps, mais le blindé français était vraiment en avance sur son temps et il n'a pas grand-chose à envier à ses homologues étrangers. Si vous voulez en savoir plus sur le fameux char Leclerc, j'ai mis en description les livres qui m'ont été utiles pour écrire cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.